Alors bonjour à tous, il est 14 heures, on va commencer. D'abord merci beaucoup d'être venus, on est très heureuse de vous voir nombreux aujourd'hui pour parler de signalétique pour tous. Donc c'est un sujet qu'on aborde souvent à Urbaccess, un sujet transversal, un sujet qui nous permet de parler d'orientation, de mobilité, de compréhension de l'espace. Donc ça regroupe beaucoup de choses. Et voilà, pour ce salon Urbaccess et pour cette conférence, on a souhaité aujourd'hui partager avec vous un projet que l'on a mené et porté avec l'université Jean Moulin Lyon 3, donc sur la ville de Lyon. Ce n'est pas on ne va pas vous expliquer ce qu'il faut faire en matière de signalétique, ce n'est pas du tout l'objet. C'est vraiment un retour d'expérience sur la commande qui était passée, comment on l'a vécue, comment elle s'est transformée et voilà, comment les choses se sont organisées. Il y a surtout une chose importante que nous avons découverte au cours de ce projet, c'est que d'une commande, si je peux dire, de panneaux signalétiques au départ, ce projet s'est complètement transformé et a été le catalyseur de beaucoup d'autres projets bien plus larges qui sont nés et qui se sont tous raccrochés à ce fil rouge, à ce fil conducteur. Et c'est en ça que toute cette aventure a été assez passionnante. Alors, nous devions être 3 aujourd'hui, puisque Madame Dominique Berchoux, directrice du patrimoine de l'université, devait être là pour expliquer tout ce qui s'est, comment cette commande de signalétique est venue, expliquer son université, son campus. Et malheureusement, au dernier moment, elle n'a pas pu venir. Alors, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour prendre la parole à sa place, grâce à ce qu'elle nous a livré, et essayer d'être son porte-voix voilà, pour tout ce qui concerne le campus. Donc, pour vous présenter tout ça, je vais parler pour Madame Berchoux. Marion Delplanque, à mes côtés, est designer graphiste chez Citae, puisque c'est voilà, avec Citae qu'on a imaginé tout cela. Bonjour et moi-même, Emmanuel Chaminant, qui dirige les projets de signalétique de Citae. Donc, pour tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez découvrir d'usage, de confort d'usage, de création, Marion va prendre la parole et vous expliquer. Et en ce qui me concerne pour ce projet, j'ai particulièrement animé, dirigé et organisé tout ce qui a trait à la concertation, puisqu'elle a pris une grande ampleur tout au long du projet. Alors, d'abord, un petit mot de contexte général sur cette université. Donc, une université qui est très ouverte sur le monde, sciences humaines, sciences sociales, en plein cœur de Lyon, que vous connaissez probablement, qui est membre fondateur de l'Université de Lyon, avec des formations tout à fait différentes et importantes, et qui regroupe 27 000 étudiants inscrits. C'est un chiffre important, et lorsque nous avons rencontré le président de l'université, il définissait son campus comme une start-up avec 27 000 personnes, ce qui montre déjà un certain dynamisme pour l'ensemble du campus. Une localisation stratégique en effet, puisqu'on parle de plusieurs bâtiments qui sont situés au centre de Lyon, sur les quais et puis en centre-ville, évidemment accessible par beaucoup de transports en commun, pas loin de l'aéroport, par les gares de Lyon-Perrache, Lyon-Pardieu. Il y a également un site à Bourg-en-Bresse, donc un territoire assez étendu, mais très accessible. Et évidemment, un patrimoine historique. Vous allez voir quelques photos par la suite. Mais le bâtiment qui accueille le plus d'étudiants se nomme la Manufacture des Tabacs. C'est un bâtiment historique que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et l'ensemble du patrimoine immobilier s'étend sur 115 000 m². Donc on a cette fameuse Manufacture des Tabacs, le Palais des Quais,
le campus de Bourg-en-Bresse, et vous allez voir que sur les territoires de Lyon, nous avons quelques petites particularités architecturales. Donc ce que vous voyez à l'instant, c'est le site de la manufacture des tabacs, donc site industriel du XXe siècle, réhabilité récemment, et qui accueille, comme je vous le disais, 74% des étudiants inscrits. Voilà, ça c'est une vue du ciel où l'on voit les deux grandes cours de cette manufacture, la voie ferrée qui passe devant, et de l'autre côté cette toiture arrondie que vous pouvez distinguer et qui est la partie moderne qui a été ajoutée au cours des réhabilitations et qui abrite les grandes salles de cours et les grands amphithéâtres. Donc on a tout un travail architectural qui a été fait. Alors, le palais de l'université, qui est une autre antenne et qui se trouve sur les quais, et une chose assez étonnante qui est due à l'histoire aussi de l'université, une partie de l'université Lyon 3 se trouve inscrite dans les bâtiments de l'université Lyon 2. Donc les bâtiments Athéna et Dugas se trouvent inscrits dans la grande université Lyon 2, qui est en face du palais que vous voyez sur la photo de gauche. Dans un périmètre assez rapproché, une rue derrière, le Palais de la Recherche, qui est un bâtiment moderne qui se partage avec une école notariale et qui date de 1994. Voilà, donc vous avez compris qu'on parle d'architecture très différente, de générations de construction aussi qui vont de la fin du 19e évidemment aux nouvelles constructions du 21e siècle, qui ont tenté, parfois avec succès, parfois avec des difficultés, de s'adapter en termes de besoins aux étudiants qui venaient s'y inscrire. Beaucoup de mutations donc, qui sont dues à l'augmentation des effectifs des étudiants, une grosse augmentation, à l'ouverture à un public qui vient du monde entier, donc ça c'est aussi une chose importante à avoir en tête pour tout ce qui va suivre, et une très forte volonté, et j'y reviendrai et on insistera là-dessus, une très forte volonté de l'université d'accueillir les personnes en situation de handicap. Je vais tout de suite aller prendre un petit peu d'avance en expliquant que les gens qui travaillent sur l'accueil des personnes en situation de handicap à l'université sont là-bas depuis 1974-1975. Et bien avant la loi et bien avant toute cette prise en compte, des choses ont déjà été faites depuis très longtemps. Donc c'est une culture que le campus a et qui est vraiment extrêmement forte. Alors, comme on a vu un territoire assez hétérogène, forcément des réhabilitations ont eu lieu, des aménagements ont eu lieu depuis plusieurs années. On a aperçu les toitures de la manufacture des tabacs qui a permis d'avoir des amphis vraiment dignes de ce nom. Il y a eu des constructions nouvelles. Le Palais de la Recherche, en effet, est assez récent. L'IUT, la Maison internationale des langues et des cultures. Donc, toutes ces choses qui se sont amalgamées pour pouvoir accueillir les étudiants. Et même certains niveaux à l'intérieur des bâtiments existants. C'est-à-dire que, par exemple, dans le site des quais que l'on a aperçu tout à l'heure, qui est sur les quais, le palais des quais, il y a eu des niveaux qui ont été ajoutés à l'intérieur pour pouvoir élargir l'offre de cours. Alors, pour synthétiser tout ce qu'on vient de voir, et encore une fois, je parle au nom de Dominique Berchoux, ils se sont rendus compte qu'il y avait ce qu'on a appelé un déficit d'identité. Pas qu'il manquait d'identité à toutes ces choses, mais qu'au fil des bouleversements, au fil des mutations, ce qu'on percevait de l'université Jean Moulin Lyon 3, c'était un petit peu dilaté, c'était un petit peu effrité. Il n'y avait plus vraiment d'uniformité des signes. Il y avait eu plusieurs générations de signalétiques, de logos, de chartes, de supports qui expliquent et qui informent les gens sur tout ce qui s'y passe. Donc des générations différentes et finalement qui formaient un ensemble pas toujours compréhensible, pas toujours reconnaissable, pas toujours utilisable. Parfois mal identifié, mal positionné. En faisant le tour de tous ces territoires, on s'est aperçu que les repères qui étaient majoritairement visuels
n'existait plus vraiment et que, en revanche, la quantité de signes qui étaient là perturbait et nuisait à l'image même de l'université. Pour la signalétique en elle-même, c'est-à-dire pour ce que l'université appelle la signalétique, des supports, des flèches, des indications, des identifications de salles, d'amphis, de services, de secrétariats, etc. Chaque site avait une signalétique différente, qui datait donc d'époques différentes, avec des maintenances différentes, forcément, que malheureusement, parfois, on arrivait à une situation de juxtaposition, c'est-à-dire quand un système ne répond plus tout à fait à la demande, on en met un autre par-dessus, et puis les deux restent et continuent leur vie, ce qui amène forcément à une surabondance d'informations, dont le résultat est que finalement on ne comprend plus, on ne voit plus, on n'entend plus l'information. Et d'une façon plus pragmatique, des supports de nature très différente et d'états aussi différents forcément pour le même type d'information, ce qui devient un problème. Alors, à partir de ce constat, et sachant que l'Université Lyon 3 est dans un mouvement général de mise aux normes, remise en accessibilité depuis très longtemps, la direction du patrimoine a souhaité faire un audit sur cette question particulière d'orientation et de signalétique sur son campus. Alors, encore une fois, je parle à la place de Madame Berchoux. Cet audit a abouti à la mise en place d'un cahier des charges que nous, CITAE, nous avons pris à bras-le-corps pour essayer d'analyser ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait améliorer cette signalétique et comment on pouvait faire pour que les personnes s'y retrouvent dans tous ces sites, à l'intérieur et même à l'extérieur. Voilà. Donc, concrètement, la mission était la suivante, assez simple en apparence. Harmoniser les dispositifs signalétiques, créer un système vecteur de l'identité de l'université et un système signalétique accessible à tous. Ça me permet maintenant de faire ce focus nécessaire sur le pôle handicap de Jean Moulin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement actif et depuis fort longtemps. Il accueille 250 étudiants déclarés en situation de handicap, tout handicap confondu. Il emploie plusieurs personnes, dont une personne aveugle, dont des personnes dyslexiques, travaillant de pair avec l'ensemble des services. Ils sont concertés et ils sont appelés sur tous les projets d'aménagement de l'ensemble des sites. Donc ils sont extrêmement connus, identifiés et sollicités. En étroite liaison avec les services de médecine préventive et évidemment l'ensemble des autres services universitaires. C'est vraiment un rôle majeur. Dès que l'on entre sur le campus, on le voit tout de suite et immédiatement on est pris en charge. Ils ont des actions très importantes que je vais vous décrire tout de suite. Ce pôle a été à l'origine de certains dispositifs multisensoriels qui sont en place actuellement. Des balises sonores pour le cheminement dans les locaux, l'identification des accès aux places réservées pour les personnes qui viennent en voiture, et la mise en place de boucles à induction magnétique dans les salles, dans les amphis et les grandes salles, l'auditorium André Malraux et l'ensemble des amphis. On va un peu plus loin parce que c'est vraiment important pour la suite justement de comprendre comment nous on s'est positionné par rapport à ce pôle qui était déjà très très actif. Cette mission handicap accueille les étudiants en amont de leur arrivée, c'est-à-dire qu'ils préparent ensemble tout le processus de leur future vie sur le campus et voilà, les accueillent, font toutes les premières investigations, essayent de comprendre tout ce dont les personnes vont avoir besoin, comment elles vont s'organiser pour répondre au mieux à leurs besoins. Il y a même une salle qui a été aménagée spécifiquement pour les personnes qui ont besoin d'une dialyse ou que sais-je, au milieu de la journée pour leur éviter d'avoir à rentrer chez elles. Donc on est vraiment dans un service assez exemplaire. Elle accompagne les étudiants dans les locaux avant la rentrée et pendant l'année, pendant toute l'année,
Elle les accompagne également à l'organisation de leur travail, pour certains, en leur prêtant du matériel, en les assistant, en organisant leurs déplacements, en organisant tout ce qui n'est pas, tout ce qui arrive de façon impromptue et ce qui n'a pas pu être organisé à l'avance, et évidemment pour les examens. Alors, on ne parle pas encore de signalétique, mais c'est vraiment pour vous expliquer à quel point beaucoup de choses sont faites de façon extrêmement spécifique et personnalisée. Le soutien pédagogique, les accompagnements et les aides humaines, les aides techniques, etc. Et jusqu'à la préparation à l'insertion professionnelle avec le bureau d'aide à l'insertion professionnelle de l'université. Alors, voyant ça et comprenant ça, il est clair que la première discussion avec ce pôle handicap pour répondre à leur demande d'une signalétique accessible à tous a été d'imaginer le périmètre sur lequel ils imaginaient qu'on puisse travailler et nous, de ne pas redire ce qui avait déjà été fait. Chose assez étonnante, la première demande et ce qu'ils avaient identifié comme un manque, comme une lacune, était tout ce qui concernait le handicap cognitif. La responsable du pôle handicap me disait, en fait, on ne s'adresse pas aux gens dyslexiques, par exemple. On ne sait pas comment les aider. Évidemment, ce ne sont pas des gens qui sont déclarés personnes handicapées, qui se déclarent comme ça. Et il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs, qui ne se déclarent pas, mais qui ont probablement des difficultés diverses et variées, et la question de la compréhension, la question de la dyslexie, de la dyspraxie était quelque chose de très important pour eux. Alors, pour commencer tout ce travail et pour essayer de prendre nos marques par rapport à l'ensemble de la mission, en tant que designer, on s'est dit qu'on allait tout simplement commencer par observer. Observer la faculté, les différents sites, voir comment les personnes trouvaient leur chemin, s'orientaient, comment elles découvraient, parce qu'on était arrivé au mois de septembre, donc au début, juste avant la rentrée universitaire, et on a imaginé plusieurs moyens pour faire toutes ces observations. Alors, vous m'entendez? Oui, vas-y. Donc, en ce qui concerne l'analyse, donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir une analyse la plus large possible qui prenne en compte aussi bien les éléments qui sont liés à la fonction des bâtiments, à l'usage, qu'est-ce qu'on vient faire dans ces bâtiments. Donc entre la signalétique d'une université, d'un bâtiment qui va être de l'ordre médical ou administratif, on n'a pas les mêmes attentes. Donc à chaque fois qu'on visite un bâtiment, c'est important de prendre en compte non seulement la fonction du bâtiment, mais même les usages qui s'y passent, puisque même entre deux universités, on peut avoir des approches différentes, des vécus différents sur le site, et donc par exemple des pratiques d'accueil qui sont variées. Donc pour brasser les différentes informations autour donc, de cette phase d'analyse, on a procédé selon plusieurs points d'entrée. Un premier qui va être lié au bâti, donc ce qu'on va appeler l'analyse structurelle. Donc on va étudier comment les bâtiments sont configurés, est-ce qu'ils sont complexes, et dans ces cas-là, quelle couche signalétique on va apporter pour permettre une meilleure compréhension du bâtiment. On va aussi analyser les usages et on va analyser tout ce qui va être lié à la communication de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une charte signalétique, une charte graphique qui est mise en place? Quels sont les éléments de communication et quel message on veut transmettre au travers du projet signalétique? Donc là, la première partie qu'on vous présente, c'est l'analyse des usages. Donc on a commencé par ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. On arrive en tant que primo-visitant également, on vient sur le site et quelles sont les premières perceptions qu'on observe sur le site en tant que nous visiteurs. Et aussi, on a profité d'un événement qui est la rentrée scolaire pour savoir comment les étudiants qui viennent pour la première fois se repèrent. Donc il y a eu ce premier travail d'interview de manière un petit peu informelle qu'on est venu ensuite compléter par quelque chose de plus formalisé au travers d'un questionnaire. Alors ce questionnaire a été distribué à tous les nouveaux étudiants qui arrivaient le jour de leur accueil et de la rentrée. Beaucoup ont eu la gentillesse d'y répondre et
c'était assez intéressant parce qu'on leur avait posé des questions tout à fait sérieuses du type: comment êtes-vous venu? Avez-vous emprunté les transports en commun? Avez-vous trouvé facilement? Quels ont été les points de repère qui vous ont permis d'arriver jusqu'à l'université? Comment avez-vous trouvé le point central d'accueil, etc. Et on a eu des réponses extrêmement drôles et du type des points de repère auxquels on ne s'attendait pas. Le McDo, le tabac, la fontaine moche, le DAB, enfin, des choses qui nous ont fait, qui étaient assez amusantes pour nous, mais qui étaient très révélatrices aussi de la façon dont les gens se repèrent. C'est-à-dire que tout d'un coup, un distributeur d'argent ou un distributeur de boissons est le point le plus important sur lequel les gens vont qui vont mémoriser et sur lesquels ils vont se repérer pour atteindre la destination qu'ils ont repérée plus ou moins la veille. Donc, en croisant cela avec les gens de l'université, avec le service du patrimoine, on s'est rendu compte qu'en effet, c'était les endroits où il y avait le plus de monde, où les croisements étaient compliqués, où c'est là où le personnel était extrêmement sollicité pour trouver son chemin, et ça faisait des intersections et des pôles générateurs de déplacements et de flux assez importants. Ce n'était pas ce que nous, on avait imaginé en regardant des plans, tout simplement, en voyant des intersections géométriques, pas du tout. C'était la fontaine que vous apercevez, c'était évidemment les points de rassemblement type cafétéria, mais aussi des choses, des repères sonores comme la fontaine, des repères visuels, des accidents visuels comme une sculpture, une œuvre d'art. Ça faisait vraiment partie des choses qui étaient importantes pour les étudiants. En revanche, les plans du campus, qui étaient donnés juste après l'entrée, n'ont bizarrement pas du tout été regardés par ces mêmes étudiants. Donc voilà, un recueil d'informations vraiment sur les usages de l'université ont été tirés de ce questionnaire. Ensuite, et c'est l'autre chose très très importante de ce projet, c'est que la signalétique, ce projet de signalétique a permis de mettre en place une concertation qui a réuni énormément de personnes, énormément de services que je vais vous détailler. Il faut dire tout de suite que toutes ces personnes étaient très 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 intéressées par ce projet parce qu'elles ont eu l'intuition, et ça s'est révélé exact, que ça allait leur servir de fil rouge pour comprendre des choses sur le fonctionnement de leurs étudiants, de leurs espaces, de leurs propres services, de leurs process, etc. Donc, le service du patrimoine, c'est-à-dire des bâtiments, a piloté, on va dire, l'ensemble du projet et l'ensemble de ses collègues. Mais évidemment, le service de la communication a été tout de suite très présent parce qu'on avait des problématiques d'identité. Il voulait absolument que sur ces différents sites dispersés dans la ville de Lyon, on puisse reconnaître tout de suite l'institution et ensuite pouvoir s'orienter et rentrer. Donc vraiment leur objectif c'était qu'on ne mette pas, qu'on ne rajoute pas un système qui pouvait être en confrontation avec leur propre charte graphique, puisque pour la communication on parle de choses uniquement visuelles, et la reconnaissance de l'institution. Évidemment la mission accessibilité et le pôle handicap, j'en ai parlé. Les agents d'accueil ont été des personnes ressources extrêmement importantes parce que connaissant les usages des étudiants qui changent, de la même manière, la personne qui dirige tous les agents d'accueil nous disait, il y a quelques années, je donnais un plan et je mettais une croix sur le plan pour expliquer où il fallait se rendre pour aller à l'intendance ou autre service. Et maintenant, je donne le plan et les jeunes ne le regardent même pas. Et ils préfèrent qu'on leur dise, allez par là et vous verrez à cet endroit-là, quelqu'un d'autre vous expliquera. Donc, tous les usages changent et ils se sont aperçus que leurs outils aussi avaient besoin d'être renouvelés, qu'il fallait complètement... les gens me disaient, mais quoi qu'il arrive, les jeunes marchent avec leur portable en écrivant des SMS. Donc on va peut-être nous aussi essayer de changer notre façon de les aborder, de changer notre façon de leur expliquer le site qui est quand même complexe parce qu'il est très symétrique et qu'il porte à confusion.
Les services techniques aussi ont été voilà, des personnes ressources très importantes. Une petite anecdote à ce sujet, lorsqu'on a imaginé rendre service à tout le monde en changeant la numérotation des salles de classe qui au fil des années et des recloisonnements étaient un petit peu obsolètes, ces services techniques nous ont dit mais attention, chaque salle a un rétroprojecteur ou du matériel informatique, nos tableaux électriques ont des codes très particuliers qui correspondent à ces salles. Donc voilà, il a fallu aussi prendre en compte tout ce fonctionnement-là pour ne pas tout révolutionner, ou si on révolutionne tout, le faire en connaissance de cause et en conscience avec toutes ces personnes. La sécurité, la logistique, tout ce qui concerne les informations dans un campus, évidemment, sont liées à la maintenance, au nettoyage. Lorsqu'on fait une campagne d'affichage, il faut savoir quand est-ce qu'on l'enlève, comment on la remplace. Donc ça aussi, c'était des choses extrêmement importantes. Et l'ensemble de cette concertation a su créer un espace, je peux vraiment dire un espace commun pour suivre tout ce projet du début à la fin. Donc il y a eu beaucoup de réunions sur différents sujets, mais qui a transformé le projet puisque chacun en a tiré des choses importantes et évidemment a enrichi le fil conducteur. Pour nous, cette étape de concertation elle était particulièrement importante puisque ça nous a permis d'avoir des informations de nature différente et surtout de s'inscrire dans la continuité de tous les projets qui ont déjà été mis en place. Donc, en ce qui concerne le service communication, ils étaient en plein retravail de leur charte graphique, que ce soit les codes couleurs, le travail du logo avait déjà été effectué, mais du coup, c'est nécessaire qu'on puisse s'inscrire dans la continuité des projets qui ont déjà été mis en place. Pour la mission accessibilité, de ne pas être en redite, d'être en complément de ce qu'ils font déjà et surtout de respecter les pratiques qui sont mises en place sur le site. Et pour les services techniques, de nous adapter à leur manière de fonctionner, à leur mode de maintenance pour être sûr d'avoir une cohérence. On parle souvent de continuité, de chaîne de déplacement en matière de signalétique et cette continuité, elle doit vraiment s'effectuer sur toutes les étapes et à tous les niveaux. Donc la réussite d'un projet signalétique se fait vraiment dans la continuité entre les différents maillons de cette chaîne et le lien qu'on a avec les différents intervenants pour assurer cette cohérence globale. Donc, maintenant, on va parler de l'organisation des bâtiments, qui était un point très important de l'étude, puisqu'on avait des sites qui étaient complexes et surtout de nature très différente. Donc l'université, comme on a pu voir tout à l'heure, est répartie à différents endroits de la ville de Lyon. Donc contrairement à des campus universitaires, on n'est pas dans quelque chose de groupé, dans des sites distincts. Donc il y avait déjà une première problématique qui est d'identifier ces espaces différents et en plus qui sont d'époques différentes. Donc là, pour l'étude, on vous présente seulement un des 4 sites pour simplifier le travail de la présentation, mais qui est le site le plus complexe. Donc par exemple, sur la manufacture des tabacs, qui est le site majeur, on peut voir qu'il y avait plusieurs couches d'informations, beaucoup trop, en tout cas pour les étudiants. Donc, par exemple, il y avait un fonctionnement nord-sud, puisqu'il y a 2 cours. On leur donnait en plus un nom différent, cloître Ouellon, cloître Empreinte, ce qui ne facilite pas trop le travail de reconnaissance. En plus de ça, on avait un autre système d'information où on parlait de rue intérieure, de cours, d'enceintes, pour parler des bâtiments qui entouraient donc, cette cour, et de zones des amphis. Donc, nouvelle couche d'information pour complexifier encore le système, pour être sûr qu'on ne le comprenne pas très bien. On a aussi un système d'ailes, donc d'ailes qui va de H jusqu'à H, donc c'est un nombre assez important. Et encore en plus, on avait un système d'interailes. Donc quand on était un croisement entre l'aile A et B, on avait des zones AB. Donc en fait, on avait un système vraiment complexe qui permettait clairement pas de s'y retrouver. Alors, j'insiste juste sur une chose que Marion vient de dire. Les mêmes espaces étaient appelés avec 4 noms différents. Ça fait aussi partie de la signalétique, cette identification des mots, cette sémantique. Et déjà là, la complexité était énorme. En plus, ces noms venaient d'univers très différents. Quand on a parlé d'interel ou de A, B, C jusqu'à H, on avait un vocabulaire qui venait des plans des architectes, que les personnes qui avaient assisté à toute la rénovation avaient intégré, forcément, puisqu'ils avaient beaucoup travaillé avec les architectes. Et
plusieurs personnes avaient des codes complètement différents pour indiquer la même chose. À partir de ce moment-là, et sans même parler de panneaux ou d'inscriptions, déjà on ne se comprend plus. Il y a aussi un système sur les différents niveaux, puisque la manufacture comprend 5 niveaux différents. Donc, en plus du système des ailes, des interailes, des cours, des rues intérieures, zone amphi, ce fonctionnement des niveaux facilitait pas la compréhension de l'espace, surtout qu'on a beaucoup d'accès, énormément, et on a un élément qui est remonté au niveau de la concertation, en fait, les étudiants qui nous disaient, notamment pour les étrangers, un problème de compréhension des accès. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, les étudiants étrangers avaient plus de difficultés à se repérer dans ces accès, à comprendre le fonctionnement, à savoir à quel endroit on arrive, vers quel type de salle ça distribue. Et c'est un point problématique qui est assez ressorti au niveau de l'étude. Après l'analyse du bâti, on passe à l'analyse des circulations, qui est la rencontre entre l'usage et le fonctionnement du site. Donc savoir quels chemins sont les plus empruntés, à quel endroit on va avoir ce qu'on appelle des nœuds de circulation, donc des zones de passage qui vont être très importantes. Quel est l'accès vers l'accueil? Lorsqu'on arrive sur un site, l'élément primordial va être l'accueil, puisque c'est le premier endroit où on rencontre quelqu'un qui peut nous prendre en charge, qui peut nous communiquer de l'information, même si évidemment l'objectif c'était de décharger aussi un petit peu l'accueil. Alors surtout pas de remplacer, puisque quoi qu'il en soit, on ne peut pas remplacer l'accueil. Le relais humain est primordial, mais en tout cas, pouvoir en parallèle communiquer dès l'entrée ces informations. Donc étudier les flux de circulation, ça nous permettait de savoir à quel point stratégique on pouvait faire ces implantations et à quels endroits c'était le plus judicieux de communiquer les premières informations d'arrivée, à savoir comprendre l'espace, orienter vers les salles et comprendre où sont implantés les services. Donc, il y a également eu une analyse des supports de communication. Donc, comme je précisais tout à l'heure, les supports ont été refaits récemment. Donc, s'inscrire dans la continuité de cette charte graphique où on voit le principe des codes couleurs. Et juste en dessous le logo, il y a un jeu qui a été fait entre l'usage de ce quart de rond, enfin de cercle, sur l'idée de combinaison. En fait, il y avait une idée forte autour de l'association. Il y a aussi presque un slogan qui avait été donné, qui était l'ouverture sur le monde. Et donc, des notions fortes autour et de l'ouverture et de l'association entre ces différentes institutions de l'université. Et sur la droite, on peut voir des photos qui montrent rapidement l'ambiance de ces bâtiments, qui montrent aussi qu'on est vraiment à des époques différentes et qu'on ne se situe pas dans le même langage architectural. Alors voilà, à partir de toutes ces informations que nous avons pu recueillir et dont nous avons vu les disparités et les champs différents, nous avons utilisé un outil très intéressant et assez amusant qui nous a permis, pendant toutes les réunions, toute la concertation, de faire émerger les problématiques différentes sur un même fil rouge pour que tout le monde puisse parler le même langage. Cet outil, c'est la création de scénarios d'usage à travers ce qu'on appelle les personae. Donc les personae, ce sont ces petites silhouettes que vous voyez et qu'on invente. On les incarne, on leur donne un prénom, on leur invente une histoire et avec eux, on va faire un parcours. Le premier, qui s'appelle Julien, lui est étudiant et ce qu'on a voulu lui faire faire, c'est de se rendre à un bâtiment, en l'occurrence qui se trouve à l'intérieur de l'université de Lyon 2, depuis la manufacture, puisque comme les sites sont distants les uns des autres, il arrive très souvent qu'un étudiant se trompe de site au départ et qu'on doive lui expliquer rendez-vous à l'autre site. Donc, premier parcours, et on va voir après l'intérêt de ces personnes, c'est qu'on va pouvoir avec elles étudier toute la chaîne des informations et des signes qu'ils vont rencontrer, et évidemment de ceux qu'ils ne vont pas rencontrer, et de là où il va y avoir des manques. Le deuxième personnage qui nous a beaucoup aidé, c'est Sarah, qui, elle, est étudiante, mais en situation de handicap moteur temporaire. C'est cassé la jambe au ski. Autrement dit, elle n'est pas forcément familière de l'usage du fauteuil roulant et de certains automatismes peut-être ou de certaines habitudes. Elle découvre tout ça. En revanche, elle connaît son université.
Voilà, c'était un autre parcours qu'on a imaginé. Et le troisième, John, qui lui est anglais ou américain, et qui vient donner une conférence à la manufacture, qui est arrivé en train, qui va repartir tard le soir, et qui ne parle pas français. Donc lui, il va avoir tout ce parcours de je descends du train, je trouve mon chemin, je trouve l'entrée, je m'assure que je suis bien au bon endroit, je ne parle pas français, je vais donner ma conférence, parce que je vais quand même y arriver, dans un amphi le soir, et quand je ressors, il fait noir, il fait nuit, où vais-je? Comment est-ce que je me dirige vers mon hôtel ou comment est-ce que je repars au train? Donc, quelques personnages qui nous ont permis de créer des parcours que Marion va vous présenter et dont vous voyez quelques petites images, mais en tous les cas, qui ont permis que toutes les personnes présentes à ce projet puissent, sur chaque séquence, enrichir de leur connaissance des processus, poser leurs questions, soulever des problèmes dont ils n'avaient pas forcément conscience et surtout parler ensemble pour que nous puissions aussi concevoir un projet qui convienne à tout le monde et qui réponde aux problèmes. Parmi les 3 scénarios qu'on a mis en place, on vous en présente un, donc, qui est celui de Sarah, l'étudiante en situation de handicap temporaire. C'est pour vous montrer aussi la démarche, comment on a fonctionné avec ce type d'étude qui nous permet de relever des points précis tout au long du parcours et donc de la chaîne de déplacement. Donc à chaque fois, on a un fonctionnement par étapes. Donc on prend vraiment depuis le début du scénario, donc depuis l'arrivée en transport en commun ou en voiture, en l'occurrence si les transports, jusqu'à l'objectif final en fait, donc ici arriver à sa salle. Donc le type de remarques qui ont été effectuées, donc ça va aller de l'entrée, de tout ce qui va être lié à l'identification, au repérage, à des problèmes d'orientation, des manques de jalonnement, donc en faisant rapidement le parcours. Donc au début du scénario, on peut voir peu ou pas d'identification. Donc au niveau de l'université, on avait un vrai déficit d'identification à l'extérieur du bâtiment, ce qui fait que même en approche, on ne sait pas forcément qu'on est devant l'université Lyon 3, malgré la prestance du bâtiment qui est vraiment importante. Des entrées accessibles qui ne sont pas signalées. Donc en sachant que cette enceinte de bâtiment est vraiment très importante, si on arrive du mauvais côté, c'est embêtant tout simplement de ne pas savoir quelle est l'entrée accessible du bâtiment. On va avoir aussi des problèmes d'identification, de l'absence de support directionnel. Donc, en continuant notre parcours avec Sarah, on a pu avoir un problème de dispositif d'accueil. Donc il y a un support d'accueil, ce qu'on appelait le point central d'information, donc, où les hôtesses peuvent recevoir donc, le public, mais qui n'est pas du tout indiqué. Donc les personnes qui arrivent pour la première fois ne connaissent pas nécessairement le chemin. Et je précise que Sarah étant en situation de handicap temporaire, pour elle encore plus que pour toutes les personnes qui sont en fauteuil, c'est vraiment problématique de devoir faire des longs kilomètres en fauteuil, parce qu'elle en plus, c'est extrêmement fatigant, donc de ne pas avoir l'information sur quelle est l'entrée qui est accessible, où sont les ascenseurs, etc., ce qu'on va voir plus tard, c'est vraiment, ça devient extrêmement physiquement difficile. Ensuite, on a pu relever des choses sur les auteurs d'informations. Donc, un élément important, donc, je ne sais pas si on voit bien sur la présentation, mais il y a une image qui montre un panneau qui doit être à une hauteur de 2,20 m, 2,30 m, où la police de caractère est toute petite. Et donc, les textes sont situés entre 2,30 m et peut-être 3 m de haut. Donc, déjà, pour une personne qui est très grande, ce n'est pas facile à lire. Donc, pour une personne qui va être en fauteuil, ça l'est encore moins. Et si on a une mauvaise vision, là, c'est plus du tout possible. On a aussi noté les bonnes choses, parce que c'est vrai que souvent, quand on va sur les sites, on est en audit, on relève ce qui ne fonctionne pas, mais c'est aussi important de relever ce qui fonctionne bien, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, qui sont à poursuivre. Donc, il y avait déjà une volonté de faire des supports accessibles. Le problème était simplement, ils n'étaient pas utilisés, puisque les informations qui étaient communiquées n'étaient pas comprises, donc le système d'aile complexe du bâtiment. Mais il y avait déjà, en tout cas, des premiers outils mis en place. Ensuite, on a relevé des problèmes par rapport à la hiérarchie des informations, la surcharge d'informations à certains moments, l'absence à d'autres moments, et surtout le manque de cohérence entre les supports. Ça, souvent, c'est dû au fait qu'il y a plusieurs couches de travaux tout au long de la durée de vie du site. On superpose ces couches d'informations et à la fin, on a du mal à faire le lien, on ne sait plus quel support regarder puisqu'il y a vraiment une profusion et du coup, confusion entre toutes ces informations que les personnes ne regardent plus tout simplement.
Et vous voyez que le parcours est réel, hein, il est schématisé, mais il est vraiment réel. On est déjà à 2 ascenseurs, elle doit se rendre à un service particulier, 2 ascenseurs et beaucoup de mètres linéaires, avec des tas d'informations qu'il faut suivre pour trouver l'ascenseur suivant. Une information importante aussi, les personnes qui utilisent les ascenseurs sont guidées à l'université, il y a un système de clés, ce qui fait qu'elles ne sont pas seules. Donc nous, c'était important pour la signalétique d'avoir cette information, de savoir à quel moment il est nécessaire ou pas d'apporter le relais. Et en l'occurrence, là, il y avait vraiment une notion d'être guidé par une personne de l'accueil, donc qui pouvait accompagner les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Donc, dernière partie de notre scénario. Donc là, on arrive dans les étages. Un élément qu'on a trouvé intéressant, c'était l'idée du marquage couleur par aile de bâtiment. Alors c'est quelque chose qui n'était pas compris malheureusement par les étudiants, puisqu'il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup d'ailes, et que ce relais n'était pas fait dans les supports. Donc lorsqu'il y a une action qui est mise en place, si elle n'est pas systématique, ça peut être au niveau des dénominations, au niveau des couleurs, si ce code n'est pas partout, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc ça ne permet pas à la personne de l'utiliser comme moyen de repère. Et donc là, on avait un système couleur qui était utilisé sur le sol, ce qui était intéressant. Mais le fait qu'il ne soit pas expliqué ou recommuniqué à d'autres endroits de la signalétique ne permet pas d'en créer un fonctionnement. Voilà, donc pour synthétiser tout ça, pour nous, les enjeux qu'on a eu à résoudre, qu'on s'est proposés à ce moment-là, étaient donc de 2 ordres. Fonctionnel, tout simplement, à la suite des scénarios d'usage, comment fait-on pour donner le mode d'emploi ? Comment un site peut se donner à comprendre facilement, même s'il est complexe. Comment assurer cette chaîne de l'information continue. On a tous l'habitude ici de la chaîne des déplacements continus. Eh bien, pour l'information, c'est exactement la même chose. Dès lors qu'il y a un jalonnement de l'information, si l'un des jalons est manquant, l'information se perd et la personne n'atteint pas son objectif. Cette chaîne ne doit donc pas être rompu. Merci. Être cohérent sur l'ensemble des supports de signalétique était également un enjeu très important. Tout ça pour des choses fonctionnelles. Et enfin, d'un point de vue plus stratégique, il y a eu vraiment un besoin de créer des signes de reconnaissance pour que l'on sache que dès lors qu'on passe un seuil, on est l'université Jean Moulin, et relier les différentes entités entre elles. C'était des enjeux à la fois fonctionnels et stratégiques que nous avons essayé de relier et de synthétiser. Alors, cette fameuse signalétique accessible, on en parle beaucoup. On va essayer d'en redonner pour mémoire, avec un petit focus, les principes les plus importants. Ce que l'on sait depuis longtemps, ce que nous a dit la réglementation, ce que nous a dit aussi le bon sens, c'est qu'elle doit être visible et lisible. Alors je m'excuse, ça fait un petit peu liste, mais c'est important de se le remettre en mémoire, que la signalétique ne doit apparaître que lorsqu'elle est nécessaire, sinon trop d'informations évidemment tue l'information et ça devient complètement incompréhensible tout simplement. Elle doit être facile à comprendre. On sait que l'utilisation des pictogrammes est très importante pour un système général de signalétique. Elle doit être constante également, c'est-à-dire que pour la même information, on doit utiliser les mêmes mots, les mêmes supports, les mêmes codes, si c'est possible, et distinctes des autres messages, qu'elles ne soient pas confondues avec de la publicité, avec des informations d'un autre type, sinon elles se perdent tout simplement. Et pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes en situation de handicap, elle devient difficile à repérer et donc à utiliser. Enfin, nous savons aussi que la signalétique visuelle, qui est quand même celle que nous avons trouvée à l'université Jean Moulin, doit être relayée par des systèmes sonores ou tactiles. Et il y en avait déjà certains mis en place. On a pu identifier les endroits où il en manquait et donc où le système devait être complété. Alors, voici, maintenant que nous avons fait le tour de l'ensemble du contexte et de tout ce qui nous est apparu au terme de cette concertation et de cette analyse, nous allons vous montrer le schéma directeur que nous sommes proposés, que nous avons proposé à l'université et la conception du système en lui-même.
Donc pour la mise en place du système, on va vous présenter le fonctionnement. Alors avec ce schéma qui peut paraître complexe à première vue, mais donc en fait l'idée c'est simplement de retracer le parcours usager qu'on a pu voir, quelles sont les étapes par lesquelles on traverse, quels sont à chaque fois les attendus sur chacune de ces étapes. Donc on va avoir la partie extérieure des bâtiments où on a besoin d'affirmer l'entité. Donc on est à Lyon 3, on a besoin de le dire fort. On arrive sur les sites, on a besoin de repérer les entrées. Donc là on va avoir un autre type d'objectif. Donc on va être ensuite sur les notions d'accès, comment valoriser ces accès, qu'ils soient accessibles ou non, que ce soit des entrées de service ou pas. Comment segmenter les espaces, comprendre la distinction entre les différents lieux de l'université, quelles sont les typologies. Donc à ce niveau d'information, comment distinguer les informations selon le type de lieu où on se situe. Et enfin, communiquer sur les lieux et les services une fois qu'on est à l'intérieur de l'université. Donc, en ce qui concerne tous les choix graphiques, donc, chacun des choix devait répondre à un double enjeu, celui d'une part de ce qui est stratégique, donc la communication de l'université, quels sont leurs codes, et d'autre part l'accessibilité. Donc que ce soit les choix de couleurs, les choix formels, il y a toujours eu cette double réponse. Donc pour le choix des couleurs, l'université avait déjà une charte graphique mise en place. Donc on voit les 4 couleurs nous qu'on a utilisées pour notre étude. Donc un fond noir donc pour les supports, les éléments blancs et surtout un code couleur binaire donc qu'on va détailler par la suite donc avec un bleu et un orange. Donc pourquoi on a utilisé ce code couleur? Donc le code couleur, c'est un système qui est très efficace pour comprendre les espaces, mais on ne peut pas l'utiliser partout. Si on utilise trop de couleurs, ça devient incompréhensible. Donc il y avait plusieurs stratégies. On aurait pu l'utiliser pour distinguer les étages. Souvent, c'est ce qui est fait dans les bâtiments. Ça permet de bien situer dans la situation, ce qu'on appelle verticale, à quel niveau on est. Ça aurait pu également être utilisé pour les ailes, mais il y en avait beaucoup. Ça aurait fait un code couleur important. Et donc le premier enjeu pour mettre en place notre système, la plus grande complexité en fait, c'était celle de la configuration du bâtiment. C'est ce qui nous avait posé le plus de problèmes. Donc nous, on a décidé d'utiliser la couleur à ce moment-là en disant on a un espace très complexe. S'il y a quelque chose qu'on veut simplifier, si on a un point d'entrée à faire, c'est celui-ci. Donc sur la gauche, on a notre ancien système qui était mis en place avec ce système d'ailes, d'interailes qui était vraiment complexe. Et on s'est dit d'utiliser un système binaire, ça va permettre de simplifier au mieux le fonctionnement de l'université. Ça permettait également d'utiliser et de superposer plusieurs codes de compréhension. Évidemment la couleur, mais on peut remarquer aussi que nous avons une couleur chaude, une couleur froide, et que ces cours qui sont distingués et ces deux bâtiments qui est très symétrique étaient par certaines personnes appelées cours nord, cours sud. Donc il y a eu aussi tout un travail de superposition de codes qui allaient ensemble, c'est-à-dire que voilà, on a gardé le nord, on a gardé le sud, on a gardé 2 couleurs, une chaude, une froide, qui permettaient d'avoir des contrastes intéressants pour créer un multicode, un code multisensoriel, multisensitif. Donc là, l'idée, c'était, si on arrive déjà à se repérer dans une moitié de bâtiment, à le couper en deux, parce que c'est quand même un espace assez important, il y a déjà une bonne partie du travail de fait. Et en revanche, ce n'est pas suffisant pour trouver précisément dans quel espace on se situe. Donc là, entre les informations d'elle, il y avait quelque chose de très complexe. Et on s'est rappelé de cette histoire d'accès dont on nous avait parlé, qui était problématique pour les étudiants, en particulier les étudiants étrangers, mais pas que. Et donc on a utilisé ces accès comme point de repère en les utilisant comme des adresses. Donc ce qui fait que dans notre menu général d'information, dans le répertoire de bâtiments, au lieu de donner une aile plus une interaile et enfin de croiser de multiples informations, on donne l'adresse de cet accès. Donc on les a numérotés en fonction du côté nord ou sud. Et en utilisant toujours ce code couleur pour faciliter leur repérage sur une des 2 parties du bâtiment. Donc là, on voit le système de segmentation en 2 appliqué aux 4 bâtiments. Donc sur la manufacture, on a un système nord-sud. Sur le palais de l'université, on n'avait pas de cours, mais on avait des ailes, Montesquieu, Richelieu, qui étaient déjà mises en place, donc qui nous permettaient également de segmenter le bâtiment en 2 pour faciliter le repérage. Donc c'est ce qu'on a fait. Bâtiment Athéna du Gall, là on était dans une problématique de bâtiments avec des noms différents. Donc on a encore ce système binaire qui n'est ni appliqué à une cour ni à une aile, mais toujours sur un fonctionnement de 2 espaces distincts.
Et enfin, dans le dernier bâtiment, le centre de recherche, c'était utilisé pour distinguer une partie qui logeait également un office notarial qui était à distinguer du reste de l'espace au niveau des centres de recherche. Donc on a mis en place aussi les symboles et pictogrammes qui permettent simplement de repérer plus facilement les services. Donc ça peut être les toilettes, les ascenseurs, les téléphones. Et ces codes sont vraiment utilisés de la même manière sur les 4 sites, toujours pour avoir cette uniformité et avoir ce moyen de repérage le plus simple possible. Donc là, on est sur l'enjeu l'identité à l'extérieur du bâtiment, communiquer sur le fait qu'on appartient à une même entité au niveau de ces 4 bâtiments, mais pouvoir les distinguer. Donc on a un impact qui était volontairement fort sur l'extérieur. On avait un travail aussi au niveau des esquisses des bâtiments pour avoir une petite connotation à l'aspect historique, comment pouvoir apporter l'identité à chacun de ces bâtiments. Faire un travail aussi sur les accès. Donc là, les chiffres, on a créé une numérotation spéciale qui reprend les codes du logo pour jouer avec en se disant ces accès, ils sont vraiment utilisés dans l'usage, il faut les marquer, leur donner une identité, donc les accentuer pour repérer plus facilement les points d'entrée du site. Sachant que pour 2 de ces sites, il y a plusieurs entrées qui sont distinguées par leur numéro, en particulier pour la manufacture des tabacs où l'on a un accès au 18 rue Rollet ou au 7 rue Rollet. Donc les numéros ont une importance dans tout le vocabulaire du campus. Donc là, on est sur une université de l'entrée Jean Moulin. Il y a un autre élément auquel on a fait attention, donc c'est sur les entrées accessibles. Donc comme on disait, pouvoir bien signaler l'entrée accessible, mais aussi si le support n'est pas accessible. Donc par exemple, sur cette entrée, on était avec une sorte de petit parvis, quelques marches. Donc dans ces cas-là, on a besoin d'accentuer les informations. Donc le plan est surdimensionné. Au lieu d'avoir un plan qui va faire 40 cm ou 50 cm de large, on est sur un plan qui doit être à une échelle d'environ 2 mètres de large, puisqu'on sait que les personnes en fauteuil ne vont pas pouvoir s'approcher à moins de peut-être 2 mètres de distance. Donc on s'est aussi adapté en fonction de l'accès à ces informations, et on a valorisé, donc on peut le voir en bas à droite, donc un passage qui est un passage accessible, une voie et piétonne, une voie cycliste, et donc l'entrée accessible du bâtiment. Donc là, on est sur un autre bâtiment qui est le Athéna du Gard, où on voit l'indication donc avec où se situe l'entrée accessible et vraiment pouvoir la valoriser pour le repérage. Donc là, on est à l'élément, le répertoire de bâtiments. On est arrivé au site. On a besoin de communiquer le mode d'emploi. Donc on a un plan qui est en relief qui va indiquer la partie nord, la partie sud. Et le système binaire nord-sud, donc chaud et froid, va être utilisé sur l'ensemble des supports afin de garder cette cohérence à chaque fois. En fait, c'est assez compliqué de vous faire comprendre tout ce fonctionnement alors qu'on n'y est pas, tout simplement. Mais le principe qu'on s'est donné, c'est d'aller dans le jalonnement de la mobilité et de dire, par exemple, pour que la compréhension soit la plus simple possible, de se dire que ce qu'on allait donner comme jalon pour arriver à sa destination, c'était toutes les circulations verticales. C'est-à-dire, avant d'expliquer l'ensemble de tout ce qu'on peut trouver au rez-de-chaussée, etc., ou dans l'espace rue, c'était de se dire, voilà, il faut tout de suite, pour comprendre comment ça fonctionne, indiquer les escaliers, les ascenseurs, tout ce qui permet cette mobilité verticale. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à son niveau, de pouvoir évoluer avec d'autres jalonnements. Donc ensuite, un autre enjeu, c'était vraiment la distinction entre les espaces nord et sud. Donc à chaque fois, il y avait cet objectif de marquer la frontière entre ces 2 espaces. Donc là, on est par exemple sur un élément entre les 2 cours où on va indiquer ce qui se trouve au-delà et surtout dans quelle cour on se situe. Donc on va retrouver ce même fonctionnement en intérieur. Donc là, on est dans les espaces rues, où on a toujours ce système nord-sud, indiqué dans quelle cour je me situe, quels sont les accès à proximité, puisque ce sont ces accès qui servent d'adresse, quels sont les services qu'on va trouver et où se trouve la cour la plus proche. Et petit à petit, on pénètre à l'intérieur du bâtiment.
Donc là, on a le même fonctionnement de distinction des espaces dans les étages, où on va trouver ces supports, ce qu'on appelait inter-ailes, donc dans la séparation de chacune des ailes du bâtiment. Et l'objectif, c'était d'élever les éléments en hauteur, en sachant qu'on est dans une université, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'étudiants qui stationnent dans les couloirs. Donc, pouvoir mettre les informations en hauteur, ça permettait aussi de dégager la vision, voir les éléments loin, savoir dans quel sens se passe la numérotation. Même chose. Donc là, on a le même système appliqué à un autre bâtiment, donc avec le fonctionnement des ailes, donc aile Richelieu, aile Montesquieu. Donc on a le fonctionnement aussi dans le répertoire des étages, où on va indiquer tout simplement dans chacune des deux cours, donc tout ce qu'on va trouver à l'ensemble des étages. Donc ce menu, on a fait des distinctions au niveau des couleurs pour bien segmenter les différents niveaux. Et donc ça, ce sont les éléments, donc ce que j'appelais les adresses des accès, qui sont indiqués sur chacun des éléments. Donc la particularité, c'est qu'on a vraiment inclus les ascenseurs dans ce système. Ce n'est pas quelque chose qui vient en dehors, donc que ce soit un accès par ascenseur ou par escalier, on ne voulait pas qu'il y ait de distinction de fait entre les deux. Et donc le système qui est réutilisé dans le répertoire d'étages en complément de ce qu'on appelait les supports inter-ailes tout à l'heure. Voilà, et on arrive à destination en utilisant les mêmes codes. Donc petit à petit, faire que l'information soit donnée, non pas tout d'un coup au début parce que c'est impossible à mémoriser, mais petit à petit en comprenant la numérotation et en ayant l'information au bon moment. Donc là, dans les salles, il y a une hiérarchie qui a été faite entre les salles de cours, qui sont des salles numérotées. Donc là aussi, on a mis les éléments en hauteur pour pouvoir d'un coup d'œil, pouvoir voir comment se passe la numérotation, dans quel sens on peut avancer, et valoriser aussi les salles qui sont importantes. Nous, ce qu'on appelait les salles thématiques. Donc ça peut être les accueils, les secrétariats, les salles qui sont destinées à recevoir beaucoup de monde. Donc on a mis un drapeau, là on voit un petit peu sur l'image de gauche, qui va être surdimensionné, dont les contrastes vont être inversés afin de détacher ces espaces. On va avoir aussi d'autres espaces thématiques, de type pour les bibliothèques, salles des conseils, toutes les salles qui vont être dans un cadre différent afin de créer, on pourrait dire, une hiérarchie entre ces différentes typologies de salles. On a aussi un type de support différent qui va être utilisé pour les services. L'idée, c'est qu'à partir de ce code, on puisse déterminer dans quel type d'espace on se situe. Donc pour les amphis, on a créé un fonctionnement qui est particulier puisque les amphis brassent énormément de personnes. Donc on a décidé de mettre les éléments vraiment surdimensionnés. Alors ces salles sont en retrait, dans la configuration sont plutôt masquées, donc on les a accentuées par des éléments directionnels. Donc là, l'image sur la droite, c'est un support directionnel qu'on peut voir depuis le hall, enfin ce qu'on appelait l'espace rue. Et donc une fois qu'on arrive à proximité des amphis, on a vraiment surdimensionné pour pouvoir voir ces éléments de loin et aussi pour pouvoir créer une identité forte à ces salles qui sont particulièrement importantes au niveau de la vie universitaire. Alors concrètement, c'est ce petit schéma incompréhensible, mais pour vous montrer tout le travail que ça représente en termes de repérage et de contenu, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il faut arriver dans des choses, ces petites étiquettes que l'on met pour bien savoir à quel endroit cette signalétique est nécessaire et qu'est-ce qu'on va mettre exactement sur chaque panneau, sur chaque dispositif. Donc ça vous montre la cuisine interne, si je peux dire, et tout ce qu'on nomme la programmation. Et encore plus concret, et pour rappeler aussi que la signalétique est une discipline empirique, à un moment il faut faire l'essai, il faut expérimenter, il faut faire une maquette, il faut aller la mettre sur place pour voir si en effet la typographie utilisée est bien lisible, si les tailles des caractères sont les bonnes, si ce qu'on a imaginé dans l'espace et dans le vrai espace ça marche. Donc voilà des petits rappels et des petits clins d'œil au travail qui a été fait sur place aussi avec tout le monde. Voilà, alors, pour aller plus loin, ce qui s'est passé tout au long de ce projet,
c'est que, vous avez compris, il y a eu énormément de parties prenantes, de tas de personnes différentes, la communication, le patrimoine, le handicap, etc. Tout le monde s'est extrêmement mobilisé. Et un jour, nous avons eu la très très heureuse surprise de recevoir ce plan, en fait, qui a été fait par le service communication, qui tout d'un coup s'est approprié, en effet, ce fonctionnement binaire avec ses couleurs, et qui a décidé de s'en servir pour créer ces plans de repérage qu'il donne sous forme de flyer, voilà, un peu cartonné, à tout le monde au point central d'accueil. Donc c'était une démarche spontanée, mais qui allait complètement dans la cohérence des signes générales. Et voilà, tous les codes sont repris, ça explique niveau par niveau. C'est une mise en situation en 3D qui donc vient du service com. Et ce qui est intéressant, ils sont servis de notre travail donc pour mettre au point ces plans, et nous, on s'est aussi resservi de leur plan pour notre travail. Par ailleurs, ils ont fait exactement la même démarche pour quelques événements qui ont eu lieu, où ils ont fait fabriquer des kakémonos et ces badges que vous pouvez voir en s'appropriant le système et en le mettant en marche immédiatement, si je peux dire, et évidemment pour le vérifier du coup. Et dernière chose aussi importante qui s'est passée, c'est que nous avons donc travaillé ces questions de signalétique avec les responsables de l'informatique qui étaient en train de mettre en place leur système de Wi-Fi. Et voilà comment tout le projet signalétique arrive également jusqu'aux problématiques de GPS indoor. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Comment on doit adapter les codes, puisqu'on parle de guidage, puisqu'on parle d'orientation? Alors à ce moment-là, il faut continuer le système jusqu'au bout. Donc encore une démarche du système informatique qui est revenue vers nous en disant mais comment peut-on faire pour que tout soit cohérent? Voilà, donc il y a en même temps un système de Wi-Fi et à l'étude un système que vous avez peut-être vu exposé en démonstration sur le salon, qui permet de donner certaines informations directement sur smartphone de façon totalement accessible, voilà, en complément du système de Wi-Fi. En conclusion, alors, on vous a donné beaucoup d'informations et on sait que c'est très compliqué de raconter un projet que tout le monde n'a pas visité, que tout le monde n'a pas vu encore. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que ce projet qui partait d'une commande de panneaux et s'est élargi à quelque chose de beaucoup plus important et tentaculaire, vis-à-vis de la communication, on vient de le voir, mais vis-à-vis aussi d'autres projets plus techniques qui ne nous concernaient pas au premier chef, mais qui ont donné lieu à des réflexions sur l'éclairage. Et tout un projet d'éclairage va être mis en place parce que justement, on a identifié certaines zones où l'information est moins visible, où tout d'un coup, on a envie de transformer l'accueil qu'on fait des personnes à un certain endroit. Donc, un autre projet qui en découle. Le point central d'accueil de l'université, qui est le relais humain, le point d'accueil de tout le monde, et qui a été très proactif également, s'est vraiment servi de tout l'ensemble du projet pour recréer ses propres outils et améliorer tout l'accueil et toute la qualité de l'accueil, donc à repenser tout son vocabulaire, à repenser ses process, nous a beaucoup appris sur les usages des étudiants également, mais voilà, ce périmètre-là a été aussi vers une montée en qualité de tout ce qu'on pouvait offrir à ces étudiants, à ces professeurs, à ces enseignants et à tous les habitants du campus. Évidemment, la mission handicap a eu un rôle très important, le périmètre d'action a changé petit à petit. Au départ, on était sur une idée de ne pas se marcher sur les pieds, de ne pas redire la même chose. Et puis petit à petit, la prise en compte de l'ensemble des personnes a été vraiment portée par la mission handicap, en sensibilisant, en expliquant qu'on est tous en situation de handicap à un moment ou à un autre, que tout le monde a besoin à un moment d'avoir une information claire et que c'est extrêmement confortable et que évidemment, ça fait augmenter la qualité de l'accueil pour tous, ce qui était particulièrement important pour le pôle handicap.
La question des personnes étrangères, on a vu tout au début de la présentation que c'est une université qui s'ouvre de plus en plus vers le monde et qui accueille beaucoup d'étudiants. Certains, non seulement ne parlent pas français, mais ne sont pas encore familiers de l'alphabet latin. Donc là aussi, il y a eu ce service en plus qu'on pouvait proposer et qui a été bien déployé sur le site internet, de sorte que déjà, il y a une familiarisation qui vient de là. Et enfin, tous les équipements spécifiques que la mission handicap porte pour l'ensemble de ces sites et que nous complétons avec cette signalétique et qui viennent en cohérence avec le système. Donc, voilà, c'est devenu un projet de développement avec multiples directions et qui n'est probablement pas terminé. Et si on a parlé de signalétique tout au départ, à la fin, on a surtout parlé de confort d'usage et d'outils pour le confort d'usage. Voilà. Merci. Alors, maintenant, c'est si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas comment... Merci. Bonjour, je suis Caroline Couvrant de Nantes Métropole. Nous aussi, nous travaillons actuellement sur une charte signalétique pour l'ensemble du patrimoine de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Je voulais vous poser en fait deux questions sur des problématiques que nous rencontrons nous aussi, à savoir la variabilité de l'information, comment on peut faire évoluer une information selon le support, etc. Et deuxièmement, les pictogrammes, voilà, par rapport à l'accès de l'information pour les personnes étrangères, etc. Alors, vous posez une question très intéressante. Comment peut-on être modulable et en même temps solide pour toute la vie ? C'est toujours une question qui est problématique en signalétique puisqu'on veut deux choses qui, théoriquement, ne vont pas bien ensemble. Dès lors qu'on est modulable, on est plus fragile. Il faut une maintenance plus délicate et du coup, ce ne sont pas les mêmes investissements. Il faut remplacer les choses. Je ne sais pas si on a la solution. Toujours est-il que tout ce qu'on a imaginé dans ces supports qui sont en dur et qui ne sont pas modulables sont des informations pérennes. C'est-à-dire que tous les accès, tout le mode d'emploi de l'université, ce sont des choses qui ne vont pas changer. Éventuellement, ce qui peut changer, ce sont des numérotations de salles, mais à ce moment-là, on change le panneau, en effet, ou éventuellement, on le remplace. Mais cette question-là est très délicate, parce que dès qu'on le fait des choses modulables, comment dirais-je, dans ce genre de contexte, d'université, de beaucoup de passages, de beaucoup de gens, ça ne tient pas très longtemps. Donc ce sont des curseurs à mettre. Ce sont des choix, ce sont des compromis, ce sont des discussions. À quel moment veut-on être réellement modulable ? À quel moment veut-on aussi pouvoir laisser les gens s'exprimer ? Pourquoi pas ? On a eu dans d'autres circonstances cet exercice qui consiste à mettre des plaques sur les portes avec le nom des gens qui habitent dans le bureau. Et alors, souvent, les gens ont envie aussi de s'exprimer et de mettre leur personnalité là. Donc, comment on leur permet ça ou pas ? Dans le cadre d'une université, en tout cas, la décision a été de n'indiquer que des choses qui ne changent pas. La deuxième question sur les pictogrammes. Les pictogrammes sont très importants à utiliser dès lors qu'ils représentent quelque chose de très clair pour tout le monde. Donc, la problématique que vous soulevez, c'est comment dans un espace contextuel, on utilise des codes les plus universels possibles. Donc, il est évident qu'on utilisera de préférence les pictogrammes que tout le monde connaît. Ça, c'est sûr. Après, parfois, il faut en créer. Parce que, est-ce qu'il y a un pictogramme universel pour décrire des amphithéâtres ou décrire la médecine préventive ? Oui, ça, à la limite, c'est mieux. Voilà, donc c'est un jeu entre les deux, mais c'est vrai que notre préférence va toujours systématiquement à utiliser des codes qui sont reconnus par tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si. D'accord.
Bonjour, moi j'avais une question concernant en fait le projet et surtout c'est la suite en fait du projet pour savoir s'il était prévu qu'il y ait une signalétique adaptée aux personnes aveugles, enfin, un système de guidage, puisque visiblement c'est pas forcément pris en compte dans le cadre de la signalétique présentée aujourd'hui. Vous parlez des éléments en braille ou des bandes de guidage ou des éléments comme ça? Tout à fait. Alors oui, c'est pris en compte. Il y a déjà une partie des éléments qui sont mis en place par la mission handicap. Et ensuite, il y aura une deuxième partie qui sera mise en place à l'occasion des ADAPT, de la remise en accessibilité. C'est une université qui a fait beaucoup de choses jusqu'à présent, qui a déjà pas mal d'équipements. C'est vrai qu'on les a pas tous montrés en photo parce qu'on a exprimé aussi le fait que les boucles magnétiques étaient en place, que voilà, il y avait pas mal de choses. Mais en tous les cas, tous les endroits spécifiques où il y avait un besoin sont pris en compte et sont identifiés. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, on a montré rapidement une sorte de grand répertoire où on trouve l'ensemble des services avec un plan tactile à un moment. Alors évidemment, si on met des éléments tactiles et qu'on n'est pas capable de guider les personnes jusque-là, ça ne sert absolument à rien. Donc depuis l'entrée, cet élément est placé devant l'entrée principale, quand on arrive par l'entrée principale, et la bande de guidage va mener de l'entrée principale à cet élément-là. Il y a une balise sonore et ça se trouve en direct, à quelques mètres du point central d'accueil. Donc toutes ces choses-là ont été pensées, on va dire, en cohérence et vont se déployer petit à petit au fur et à mesure des travaux possibles. D'accord, merci. Oui, bonjour. Donc moi j'avais une question en fait sur la méthodologie d'expérimentation, notamment les parcours usagers. Donc là on a parlé de cas de 3 personnes. J'ai pas bien compris si c'était des personnes réelles ou si c'était des personnes que vous aviez imaginées et que vous vous étiez mis dans la peau de leurs besoins. Ce sont des personnes que nous avons imaginées qui représentaient pour nous des situations complexes, pas forcément abordées ou parce que ces cas-là n'avaient pas forcément existé. Et en plus, on leur a fait faire des parcours horribles, c'est-à-dire les trucs les plus difficiles à trouver, mais ça c'était, on l'a fait exprès justement pour aller identifier les choses qui sinon ne sont pas forcément identifiables. Donc non, ce sont totalement des imaginations, on vous en a montré 3. Évidemment, on a pris une personne, on a pris des situations de handicap aussi pour montrer ce que c'était que le handicap, qu'à un moment quand on ne parle pas français, ça peut être aussi un handicap, quand on sort et qu'il n'y a plus de lumière, que fait-on lorsqu'on n'a pas l'habitude de tout ça? Il y en avait d'autres, il y en avait beaucoup d'autres, on vous en a montré 3 différents, mais il y en avait beaucoup d'autres. En fait, on a commencé par définir les problématiques qu'on voulait faire ressortir au travers des scénarios. Et par exemple, sur le premier, qui était l'étudiant qui se perd, qui est en situation de stress, on avait besoin de voir le lien entre les différents sites qui sont vraiment répartis dans la ville de Lyon, en se disant si on vient au mauvais site, et ça c'est des choses qui arrivent à plusieurs étudiants, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les informations qui nous sont communiquées. Là, on a corsé un petit peu le scénario en se disant que la personne se trompe 2 fois. Donc effectivement, on les a vraiment rendus un petit peu plus catastrophiques, mais c'était pour être sûr de brasser le maximum de problématiques et d'avoir une vision la plus large possible. Par contre, dans ces scénarios, pour le premier, lorsqu'il va dans plusieurs sites, on a fait ce parcours, bien évidemment. Donc, les informations qu'on a reçues des gardiens quand ils sont là ou des gens qui accueillent dans les autres sites, ce sont des vraies informations dont on s'est servi. Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui arrive mais qui s'est trompée de site et qui parfois ne sait pas qu'elle s'est trompée de site? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'elle a comme information? Et du coup, qu'est-ce qu'elle peut en comprendre? Et ça, quand on a fait remonter toute cette information, ça a été des choses très intéressantes à décortiquer et à solutionner si possible. Bonjour, Gaëlle Berchaud du département de Loire-Atlantique. J'aurais voulu savoir combien de temps prenait ce type de démarche. Donc là, on a bien compris que c'était effectivement sur un bâtiment qui était complexe, avec plusieurs entités. Donc combien de temps pour cette démarche-là et sur, on va dire, des bâtiments. Alors, dans le cadre de mon travail, nous sommes aussi propriétaires de collèges. Sur ce type de bâtiment-là, de collège avec peut-être
4 bâtiments distincts. Combien de temps pourrait durer une prestation pour la mise en conformité de la signalétique? Merci. Alors sur ce projet d'étude a duré en tout et pour tout 1 an. C'est long, ça paraît très long. Ce qu'on ne vous a pas montré, qui était une grosse dernière partie, c'est ce qu'on appelle comment dirais-je, les documents qui vont servir à ce que des fabricants le chiffrent, le fabriquent et le posent. Et ce sont des documents qui sont très très longs à faire parce que c'est là où on fait un catalogue. Qu'est-ce qu'on a comme dimension à chaque fois? Et c'est enrichi de ce que nous, on appelle le cahier des contenus. Qu'est-ce qu'on met sur chaque panneau et chacun des panneaux. Donc toute cette partie-là est très longue et ce que vous avez vu là, si on s'arrête avant ce que j'ai décrit, je pense qu'on peut dire 6 mois. Sachant qu'il y avait 4 bâtiments, que nous, il a fallu qu'on rentre en culture de tout cela, que de l'autre côté, tous les gens de la concertation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sont des gens qui connaissent parfaitement leur lieu et ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. C'est des gens qui sont dans l'université depuis 75, 76, donc c'est des gens qui maîtrisent parfaitement et qui en maîtrisent aussi l'histoire, comment les transformations se sont faites. Et après, du coup, à cause de ça, ils avaient aussi besoin d'un regard neuf pour leur dire, oui, vous savez, parce que vous êtes là depuis longtemps, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est incompréhensible. Donc il y a eu tout ce travail-là qui a duré, je pense qu'on peut dire 2-3 mois de mise en culture, de compréhension, j'ai envie de dire d'empathie, parce qu'il faut vraiment se mettre à la place de tout le monde pour comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est stressant, qu'est-ce qui est rebutant, qu'est-ce qui est extrêmement agréable. En particulier, alors c'est une fac que nous on a trouvé, ça n'a rien à voir avec la signalétique, mais hyper propre, il n'y a pas d'affiches partout, il n'y a pas de cigarettes partout. Enfin, il y a quand même un état d'esprit qu'il faut prendre le temps de comprendre pour pouvoir donner une bonne réponse. Donc en tout 1 an avec ces différentes phases. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez... Oui, bonjour, je suis là. Je voulais savoir si vous aviez eu des difficultés avec l'extérieur de l'université, par exemple depuis les stations de métro ou de tramway, pour faire venir au premier site. Si vous avez eu si ça s'arrête, si vous avez pu aller jusqu'à, par exemple, le quai du tramway, le quai du métro. Alors, oui et non. Il se trouve que ce projet s'est inscrit dans un projet encore de changement de la voirie, de transformation de la voirie. Je parle de la manufacture des tabacs, si vous la connaissez. La rue qui dessert les 2 entrées principales est en train de devenir piétonne. Elle va être transformée pour être piétonne. Donc ça s'inscrit complètement dans cette démarche-là. Et de l'autre côté, côté voie ferrée, la voie a été aménagée et instaurée comme voie de circulation douce. C'est par là également que se trouve l'entrée accessible. Voilà. Donc, je ne sais pas si... c'est plusieurs actions qui sont arrivées au bon moment, mais chacun a su aussi de l'ensemble. Depuis le métro, on n'a pas eu d'action. C'est quelque chose qui sera éventuellement fait dans un second temps. Je parle toujours pour la manufacture. Et pour les autres sites, ceux qui sont sur les quais, les stations de tram sont très proches. Elles sont devant les bâtiments, donc l'architecte parle d'elle-même. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Il y a un travail qui est fait sur le site internet et sur les plans d'accès. Toutes les indications d'accès seront... Oui, ça marche. Allô, vous entendez? Oui. Oui, bonjour. Donc, je travaille aux aéroports de Paris, Oui. dans le service prévention incendie et accessibilité PHMR, qui est tout nouveau. Tout à l'heure, vous avez parlé de relayer les informations sonores. Oui. Est-ce que vous pourrez donner un peu plus de précision là-dessus?
notamment bon, je pense, pour donc les personnes malvoyantes. Je pense que et deuxième question, est-ce que vous faites la distinction donc, entre la signalisation donc, pour l'accessibilité et pour les évacuations? Parce que moi, comme je travaille dans la sécurité incendie, on prévoit aussi donc, pour l'évacuation en cas de... Pouvez-vous voilà, juste répéter la distinction entre... La signalisation donc, pour l'accessibilité, oui. des personnes PHMR, et aussi pour ces mêmes personnes concernant l'évacuation. Ah, l'évacuation. Voilà. Alors, notamment sonore, puisqu'on... D'accord. Dans le cadre de ce projet, les deux choses étaient totalement distinctes. Et nous n'avons pas du tout travaillé sur les processus d'évacuation, les procédés d'évacuation. Il y a une cellule... alors, on leur a évidemment expliqué le projet et on les a informés et ils nous ont aussi répondu sur certaines choses. Mais ça, il y a une cellule sécurité pompier à l'intérieur du campus qui prend en charge cette question-là depuis longtemps déjà. Donc les deux projets ont été en effet complètement séparés. Lorsque j'ai parlé de relais sonores, j'ai surtout pensé à des balises sonores qui sont installées soit aux entrées, soit au fameux répertoire et au point central d'accueil et qui participent à cette information à cet endroit précis. Il y a également des écrans qui ont été installés dans ce périmètre d'entrée par l'université. C'était une chose qui avait été faite avant le projet signalétique et qui diffuse des informations également pour les étudiants. Donc ça fait également partie du paysage sonore, si je peux dire. Une fois qu'on est dans les étages, dans les accès, les informations sonores ne sont plus relayées par des balises sonores et par contre, le système d'évacuation fonctionne de façon complètement indépendante.